Tendance première. On va vous parler aujourd'hui dans notre séquence Germain et nous 3.0 du GAMP, le groupe d'action qui dénonce le manque de place pour les personnes handicapées de grande dépendance. Pour en parler, Cynthia Agoni est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Ça fait longtemps que vous luttez pour l'inclusion, le respect des droits déjà acquis, mais qui n'est pas toujours mis en place. Et on peut dire que malgré la lutte et le combat, il y a encore énormément de travail à faire et qu'il faut à chaque fois convaincre. Surtout quand les politiques changent. Oui. Il faut tout recommencer. Remettre à chaque fois sur les chevaux le travail et pouvoir à chaque fois resensibiliser. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait à l'occasion de la rentrée ce mois-ci, au mois de septembre, essayer de sensibiliser. Est-ce qu'à chaque fois, quand même, vous avez une oreille attentive et sensibilisée? Et est-ce que vous arrivez à concrétiser des choses? Alors, l'oreille attentive est liée. Depuis le temps, je pense que ça fait presque 15 ans qu'on est sur la place de Bruxelles en tant que groupe d'action. Je pense qu'on a bien sensibilisé. Et même, je dirais, la sensibilisation continue tout au long de la législature. Bien sûr, il y a de nouveaux parlementaires. Il faut à nouveau leur expliquer. Mais je pense que les ministres sont quand même beaucoup plus attentifs et sensibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans, quand effectivement on nous a dit « Ah tiens, la grande dépendance, on ne savait pas ce que c'était. » Oui, on ne savait pas que ça existait. Néanmoins, il faut concrétiser. Je pense qu'il y a des choses qui ont été concrétisées. Il y a maintenant des engagements. Nous attendons la déclaration politique générale de la COCOF au mois d'octobre. On sera reçu par les parlementaires à cette occasion. Et je pense que des projets ont vu le jour, effectivement, dans ces dernières années, des bons projets ont vu le jour. On les a soutenus de manière très importante et assidue. Néanmoins, il reste encore un énorme manque de solutions pour les adultes qui sont lourdement handicapés, d'une part, et qui restent à la maison. Il y a quand même au moins 350 personnes en liste d'attente. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, ça, je tiens à le dire. Et alors, ce qui est au fait un autre combat accessoire, c'est celui des bonnes pratiques, à savoir des pratiques recommandées par les instances nationales et internationales dans le cadre de la prise en charge de l'autisme, qui, comme vous savez, peut devenir un handicap de grande dépendance si les enfants ne sont pas bien suivis depuis le début, depuis le diagnostic. Et donc, qu'il faudrait faire dans ce contexte, puisque l'autisme touche aujourd'hui plus qu'une naissance sur 100, il est en augmentation, on ne sait pas très bien pourquoi. Ce qu'il faut faire, c'est dès le diagnostic intervenir de manière adaptée avec des thérapies éducatives, avec de l'éducation d'abord, mais aussi des thérapies comportementales qui ont fait leurs preuves ailleurs dans le monde et qui sont difficiles à se mettre en place chez nous. Ça pourra éviter d'avoir ensuite des adultes très lourdement handicapés avec de gros problèmes de comportement parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, ils n'ont pas appris à communiquer. Donc on peut réduire, dans le cas de l'autisme, dans le cas d'autres handicaps aussi, dans la déficience intellectuelle aussi, bien entendu. Même dans le polyhandicap, on peut faire beaucoup au début et on peut réduire de manière, je dirais, importante et significative le handicap à l'âge adulte. C'est ça qu'il faut vraiment, dans lequel il faut investir aujourd'hui. Au fond, on a presque plus de facilité aujourd'hui à sensibiliser sur le cas des enfants et d'oublier que ces enfants vont un jour devenir des adultes. Et ça reste une des très grandes angoisses de tous les parents d'une personne handicapée, de se dire, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il sera pris en charge? Et de devoir prévoir et planifier tout ça, ce sont des choses qui restent très très lourdes à porter pour les parents. Et c'est là vraiment qu'il y a un travail aujourd'hui. Tout à fait, énorme. Il y a un énorme travail. Il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui vivent dans l'angoisse du lendemain. J'en étais un, donc je le sais très bien. Aujourd'hui, je suis moins angoissée, mais voilà, j'ai dû, entre guillemets, comme je dis, expatrier mon fils en Flandre. Ce n'est pas normal qu'il n'ait pas pu trouver sa place à Bruxelles, à côté de sa famille. Bon, il est toujours bien inclus. Il est très inclus, d'ailleurs. Donc, au fait, il y a aussi un combat très important pour l'inclusion, parce que si on réussit l'inclusion des personnes les plus gravement touchées, je pense qu'on peut réussir l'inclusion de tout le monde, de tout type de population fragilisée, parce que ça, c'est franchement une population qui est extrêmement fragilisée. Si on peut les inclure, et on y arrive, il y a de beaux projets comme les pilotis, par exemple, si on peut, de logements inclusifs,
pour la grande dépendance, si on peut inclure ces personnes, je pense qu'on inclut tout le monde. C'est d'ailleurs l'un des thèmes de l'opération CAP 48 cette année, c'est vraiment changer le regard pour avoir un regard finalement acceptable et accepté des personnes handicapées à travers cette campagne qui est en cours. Malgré tout, la situation aujourd'hui, elle est à l'image de la Belgique, complexe parce que différents niveaux de pouvoir sont en charge de tout ça. Oui. Je vous fais un petit exemple, tout frais. Le Parlement, suite un peu, effectivement, à notre pression, le Parlement francophone bruxellois, au mois d'avril, avant la fin de la législature, a adopté une résolution pour l'accompagnement de l'autisme, qui était vraiment une pierre miliaire, je trouve. Mais il semble que ce sera plutôt la COCOM qui la mettra en œuvre. Alors, on est un peu inquiet, parce qu'une résolution francophone qui passe en COCOM, même si on nous assure que ça va marcher, ça peut prendre quelques années. Hein. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce genre de problématique sur les dernières années, avec des choses qui passent de l'un à l'autre et qui ne facilitent évidemment pas la prise en charge. Est-ce qu'on sait chiffrer combien d'adultes aujourd'hui sont concernés en Belgique ? Nous le savons, enfin, en Belgique, il faut dire quand même que la grande dépendance, donc le handicap de grande dépendance, touche une personne sur 100. Hein? Donc, polyhandicap, autisme, infirmité motrice cérébrale, aussi lésions cérébrales acquises via des accidents de traumatisme crânien, etc. Donc, c'est une personne sur 100. Alors, on a estimé en tout cas que sur Bruxelles, il y a au moins 7000 personnes qui ne reçoivent pas l'aide adaptée. Eh bien, enfin, proportionnellement, je pense qu'on est quand même... Enfin, on a 110 000 personnes en tout sur la Belgique. Maintenant, la partie adulte, on peut considérer que c'est quand même une bonne moitié, donc sinon plus, 2/3, je pense. Donc voilà, on fait les calculs, ça fait des milliers de personnes, des listes d'attente en Flandre, des listes d'attente en Wallonie, mais on ne connaît pas les chiffres, liste d'attente à Bruxelles, mais là non plus, on ne connaît pas les vrais chiffres, parce qu'il faut aussi une volonté politique de recenser toutes ces personnes. C'est ça, j'allais dire, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas la situation réelle et chiffrée ? Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de... Le seul véritable recensement que l'on ait actuellement, c'est en Flandre. C'est ça. Alors, on parle de liste unique en Wallonie, on parle de même chose, de liste centralisée unique aussi ici à Bruxelles. Il y a une interface grande dépendance qui recense un certain nombre de personnes, mais le nombre est minime. Donc, l'estimation est quand même qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ne reçoivent pas l'aide adaptée. Maintenant, ce sont des personnes qui parfois aussi ne sont justement pas renseignées aux administrations parce que les parents ne savent pas. Surtout à Bruxelles, il y a quand même une situation quand même multilingue. Bruxelles, c'est plutôt complexe aussi, et pas mal de familles ne s'adressent pas à la COCOF pour être aidées. Donc il faudrait faire un effort. Bon, ça a été fait, mais je pense qu'on n'y est pas encore au niveau du recensement. On pourrait le faire via le fédéral. Ce n'est pas compliqué, on a les chiffres du fédéral, des personnes qui reçoivent les allocations. Donc en principe, on devrait pouvoir le faire. Mais... Qu'est-ce qui manque ? Des centres d'accueil en plein temps, des centres d'accueil de jour ? Qu'est-ce qui doit être mis en place d'urgence ? Beaucoup les activités de jour, en tout cas pour les adultes, nous manquons d'activités de jour pour tout le monde, mais il faudrait aussi imaginer d'autres types d'activités, pas juste un centre dans lequel on est entre guillemets enfermé, pas enfermé, mais enfin on se retrouve avec des personnes qui ont toutes le même problème, et voilà, et on fait des activités. On aimerait plus d'inclusion des personnes. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient très bien continuer à vivre à la maison, avoir des activités par-ci, par-là, ou bien alors imaginer d'autres types d'activités plus valorisantes. Maintenant, pour la grande dépendance, c'est parfois difficile, mais on peut y arriver. Et alors, il nous manque évidemment le résidentiel. Une fois que les parents, enfin, que les parents sont à bout, les parents qui vieillissent sont à bout, une fois qu'ils ne sont plus, qu'ils sont malades, qui ne peuvent plus assumer, alors ça tombe un peu sur le dos de la fratrie quand il y en a, ou sur la famille élargie, mais il faudrait qu'on puisse vraiment prévoir des solutions plus diversifiées en fonction des besoins de chacun. Il y en a des personnes qui auront besoin de résidentiel 24 heures sur 24, il y en aura d'autres qui pourront s'arranger autrement avec des solutions mixtes.
mais il nous manque surtout, c'est vrai, c'est clair, l'inclusion de la société. Quand vous parlez d'inclusion, c'est une manière aussi pour la société d'avoir un regard franc et objectif sur la situation de ces adultes et sur même leur existence parfois. Tout à fait. En fait, la Belgique est quand même fort à la traîne, je trouve, et c'est très bien que CAP 48 continue chaque année à sensibiliser. Elle est fort à la traîne en matière de regard sur le handicap, de côtoyer le handicap au quotidien. Je suis allée au Québec récemment. Le handicap fait partie de la vie. Vous allez dans un musée, il y a des projets pour personnes dans lesquels sont inclus des personnes handicapées. Dans la rue. Bon, je vais en Italie, en Espagne. En Espagne, c'est un pays extrêmement inclusif où l'école, les enfants handicapés vont à l'école comme tout le monde, dans la même école que les autres, avec des aides qui sont prévues par l'État. Donc, c'est un peu comme si chez nous, maintenant, on ouvrait l'école à tous les enfants et qu'on prenait, par exemple, les aides de l'enseignement spécialisé et qu'on les faisait entrer à l'école ordinaire. Ça commence à se faire, mais c'est encore des petits projets. Alors, les pays que vous citez sont des pays européens. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, il y a aujourd'hui une prise de conscience et une volonté d'imposer aux pays membres des programmes d'inclusion réels, effectifs? Alors, l'Europe, elle recommande. L'Europe, elle conseille, mais n'impose pas. C'est le même problème quand nous avons attaqué l'État belge, les entités fédérées, pour carence de solutions. En 2013, la Belgique a été condamnée, les entités fédérées ont été condamnées, mais ça reste quand même une des recommandations. Il y a évidemment des rapports périodiques pour voir un peu comment ça avance, mais ce n'est jamais contraignant. Alors maintenant, évidemment, il y a d'autres actions en cours. Ça sert parfois à davantage sensibiliser et à pousser un peu, à pousser les barrières. Voilà. Il faut, en fait, tout le temps rester dans le combat. Bon, moi, ça fait quelques années. 23 ans en tout, entre différentes associations. Et ça doit faire à peu près 15 ans qu'on se connaît et que je vous sais vraiment aussi très efficace et très combative, notamment puisque vous en êtes aussi la présidente de l'ASBL Info-Autisme. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, porte-parole du GAM, ce groupe d'action de citoyens, parce que rappelons-nous, tout à fait. Vraiment des citoyens. Et insistons aussi sur ce fait, des citoyens parents. Beaucoup de parents, oui. On a aussi des conseillers scientifiques, mais c'est vrai que, oui. Donc, on a une bonne équipe et des collaborateurs qui sont vraiment, des jeunes collaborateurs qui sont vraiment top. Donc, oui. Nous, cette année, Cynthia Goni, on s'engage à suivre le dossier, à vous réinviter pour un dossier et on verra ce qui se fait, parce qu'on va parler aussi des bonnes pratiques qui sont déjà en place chez nous pour les porter et essayer qu'elles servent aussi d'exemple. On en fera donc un dossier dans les prochains mois et vous serez bien sûr la bienvenue dans cette émission. Merci. Je vous remercie. Au revoir.